Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 23 juin 2024. C'est l'une des promesses faites par le gouvernement du président Patrice Talon, l'amélioration du cadre d'échanges commerciaux au Bénin. Le programme d'action du gouvernement prévoit la construction de 35 marchés urbains et régionaux sur l'ensemble du territoire national. La ville de Cotonou à elle seule compte 9 pour un montant de 32 milliards de francs CFA. Celui de Kadiaou est déjà opérationnel avec toutes les commodités qui vont avec. Alors que pensent les femmes principales bénéficiaires de ce projet, la présidente de l'association Force des femmes et artisans des marchés du Bénin nous répondra. Aimée Apolline Aruissou, donc est notre invitée de la semaine. Juste après elle, nous parlerons du colloque international dont les travaux s'ouvrent le mardi prochain au Palais des Congrès de Cotonou. Les cultures politiques en Afrique, militantisme, civisme et citoyenneté face aux défis de la consolidation démocratique. C'est le thème de ces assises. Le vice-président du comité d'organisation nous en donnera des précisions. Le docteur Patrick Henou est attendu sur ce plateau. Et nous finirons avec notre artiste de la semaine qui nous vient de Parakou, France. Le slammer est l'un des artistes émergents dans le slam. Nous allons passer en revue son parcours et ses œuvres. Rendez-vous à ne pas rater. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Si vous êtes prêts, eh bien le grand format, c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, la tournée de reddition de comptes vue et justifiée par l'homme qui est resté silencieux depuis un bon moment, Gaston Zossou, à la faveur d'une émission spéciale, approuve la tournée gouvernementale qui est loin d'être du populisme comme les populations en avaient l'habitude selon lui. On en parle dans un instant. On parlera également des journées communales d'assainissement dans la commune de Dangbo. Elles se sont déroulées les 20 et 21 juin 2024 à l'initiative de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés. Images et reportages à suivre. À suivre également le point de la tournée de sensibilisation entreprise par l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias. Le jeudi 20 juin, 3 rédactions ont été visitées. L'investigateur, le potentiel et le béninois libéré. Le point de l'actualité pour démarrer le grand format. Gaston Zossou, directeur général de la Loterie nationale du Bénin et membre de la mouvance présidentielle, donne son point de vue sur l'opportunité ou non de la tournée de reddition de comptes faite par le gouvernement. Il s'agit pour lui d'un moyen pour éclairer la population sur les actions du gouvernement et des projets qu'il met en place pour améliorer leurs conditions de vie. On va l'écouter. Il y a quelques jours en arrière, le gouvernement s'est lancé dans une tournée de reddition de comptes. Monsieur Gaston Zossou, pour un gouvernement qui dit ne pas faire dans le populisme, dans le culte de la personnalité, est-ce que nous n'y sommes pas finalement? Merci beaucoup. Tout est bon dans le bon dosage. Tout est bon dans le bon dosage. Dans le fond, les populations sont les employeurs du gouvernement, à travers leur civisme, leur appartenance à la communauté et à travers leurs impôts à tous sans exception. Les personnes qui composent la communauté envoient comme le gouvernement en mission à leur service et il n'y a rien d'étrange à constater que les personnes qui ont été mandatées pour agir pour le compte de la communauté lui rendent compte. L'essentiel est de le faire de façon parcimonieuse, de ne pas les envahir tous les week-ends, de ne pas s'imposer, de dire merci à toutes les nominations de cadres et de positions en poste politique. Mais cet accompagnement est quasiment psychologique. C'est comme si pour une opération quelconque, quelqu'un se faisait opéré par un médecin. S'il est en état de veille, il est bien que le médecin lui adresse la parole, que le médecin le rassure et lui dise le niveau d'avancement du process, lui communique le timing afin qu'il soit convié à collaborer à sa guérison. Je reviens pour dire encore que tout est bien dans la mesure. C'est la démesure. C'est quand l'arrivée, l'envahissement des populations est intempestif,
est fait à temps et à contre-temps pour des raisons dérisoires, que ça pourrait être détestable. Mais attention, il se pourrait bien qu'il soit de l'intérêt de quelques personnes qu'on se taise. Un peu comme on dit au cinéma, silence on tourne, eux ils diraient silence on ment. Ainsi, on se tient tranquille, on se la boucle, et ils déposent leurs sédiments de dénigrement, de mensonges de toutes sortes. Quand, après une période, ce type de labeur, ceux qui sont à l'action s'avancent pour s'expliquer, ça peut être légèrement dérangeant. Mais à vrai dire, moi je serais à leur place que je serais plus prudent. Parce que en critiquant une sortie qui a eu lieu peut-être 2 fois depuis longtemps, alors que l'on l'a fait, mettons, 52 semaines fois 10 ans, soit 520 fois, je crois qu'on court quelques risques de s'entendre rappeler des choses. Et Gaston Zossou a également dit ce qu'il pense de la crise entre le Bénin et le Niger. L'homme désapprouve les propos de certaines personnalités qui se seraient rangées du côté des autorités de Niamey sur la question de la présence des bases militaires françaises au Bénin. Gaston Zossou parle d'un mensonge d'État. On va l'écouter. Gaston Zossou, on va finir sur la crise du Niger nous amène à nous poser des questions et avec beaucoup de détracteurs, je convoque toujours leur critique ici par rapport à la politique d'attractivité du Bénin, notamment en matière d'investissement. Si la signature du Bénin lui vaut respect sur les marchés internationaux auprès des investisseurs, mais la gestion de la crise du Niger, en tout cas, suscite quelques inquiétudes justement par rapport à cette attractivité. On considère que et beaucoup de critiques du chef de l'État considèrent que la gestion de la crise du Niger a été malaisée, notamment par un style un peu musclé. On aurait dû faire profil bas, vu qu'il y avait de gros intérêts en jeu. Merci beaucoup. On ne peut pas parler de cette question si elle ne veut pas l'escaboter, sans aller un tout petit peu en profondeur, sans faire un peu l'historique. Je ne dis pas l'histoire. Nous sommes dans une communauté, la CEDEAO. Au sein de celle-ci, la prise de pouvoir par arrachage brutal par les armes est proscrite. Cela a été fait. La communauté dit on n'est pas d'accord. On appelle ça un pouvoir de fait. On est obligé de reconnaître que, mais voilà, c'est la réalité. On fait avec. Alors, c'est la problématique de la légalité, de la légitimité. Alors, ce qu'on ne comprend pas, et que beaucoup de personnes se demandent, pourquoi on rouvre pour certains pays ou un certain pays et pas pour nous autres. J'ai entendu dire qu'une grande revue, qu'une revue panafricaine a titré un coup d'État au centre de pétrole. Ce que nos frères, à travers leur pouvoir de fait, voudrait nous imposer, c'est une situation que légalement on appellerait une frontière unidirectionnelle. C'est-à-dire, on peut quitter un côté et aller de l'autre côté, mais on ne peut pas quitter cet autre côté pour aller dans l'autre côté. Frontière unidirectionnelle. C'est une situation d'illégalité, de brimade, de soumission, d'écrasement de l'autre. Je lui connais de pareil que les frontières, mais à l'intérieur d'un même pays, de l'apartheid en Afrique du Sud, où le noir ne pouvait pas aller dans les cités des blancs, mais où les blancs pouvaient faire le chemin inverse sans passe, vers les townships. Eux pouvaient venir. On ne peut le faire que quand l'autre est détestable, quand l'autre est monstrueux. J'ai entendu des choses effroyables, comme base militaire. Base militaire. Une base militaire, c'est au moins une piste d'atterrissage pour les avions de guerre, pour ravitailler. Ça peut même être des quais pour faire accoster des navires, si c'est possible. C'est tout un quartier barricadé, avec bien sûr une ceinture marchande pour communiquer avec l'environnement et acquérir un certain nombre de biens. Ce n'est pas une chose qui peut se cacher. Base militaire, c'est un mensonge d'État. Mais ce n'est pas le plus dramatique dans cette affaire. Vous rejetez ces accusations des autorités du Niger? Bon, je ne le rejette pas, c'est le bon sens qui le rejette. Mais le plus dramatique n'est pas là. Si on en a le temps, je vous le dis. C'est quand des personnalités du Bénin
prennent la parole, des personnalités, des aînés à moi, pas toutes, pour donner raison à l'autre. Dans notre culture à nous autres, c'est un interdit majeur. On ne passe pas l'arme, même l'arme de la parole, par-dessus la palissade pour la remettre à l'ennemi, pour attaquer votre propre maison. C'est le crime le plus immonde. Il n'y a rien de plus détestable. On ne passe pas l'arme par-dessus la palissade pour la mettre entre les mains de celui du dehors qui va vous attaquer. Alors, ces personnes-là qui ont tenu ces propos, pour moi, sont essouchés. Ils sont partis de leur substrat culturel, ils sont arrachés de leur planète et n'en ont pas raccordé une autre. Ils sont un apesanteur culturel et un apesanteur moral. On ne peut les comprendre qu'à la faveur de cet état de choses. C'est passablement irritant. Pendant qu'on est attaqué du dehors, on fait toujours corps, on le fait d'instinct. Gaston Zossou. Autre chose, à présent, l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés a organisé les journées communales d'assainissement dans la commune de Dangbo. C'était les jeudis 20 et vendredi 21 juin 2024. L'objectif est de mettre fin à la prolifération des structures illégales de collecte de l'épargne et de placement de fonds, une pratique qui est bien enracinée dans cette localité. Reportage. Dans le but de mettre un terme à la prolifération des structures illégales de collecte de l'épargne et de déplacement de fonds, l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances, a initié la première édition des journées communales d'assainissement dans le secteur de la microfinance au Bénin, dans 6 communes, dont celle de Dangbo. Le lancement de cette activité, qui s'étend du 20 au 21 juillet 2024, a bénéficié de la présence de plusieurs personnalités publiques, dont les représentants du MEF, des maires des communes de l'Ouémé et bien d'autres. Le souci d'éviter à la population de tomber dans les travers des promoteurs indélicats de structures d'épargne et de placement d'argent qui s'installent dans nos contrées reculées, offrant des services financiers séduisants à l'instar du phénomène ICC Services qui a appauvri nos populations en 2010, a conduit le ministre d'État chargé de l'économie et des finances à mettre en place ce creuset d'échange d'informations sur le secteur de la microfinance appelé Réseau national des maires, chargé d'assurer une sensibilisation permanente et étendue à toutes les couches sociales. Depuis la crise ICC Services survenue en 2010, des mesures conséquentes ont été prises et renforcées depuis 2016 par l'élaboration d'un plan d'assainissement. Un plan dont la mise en œuvre est rigoureusement suivie par le ministère de l'Économie et des Finances et qui a déjà conduit à la fermeture de plus de 450 structures irrégulières. Ces structures opéraient sur toute l'étendue du territoire national. Avec l'appui du Réseau national des maires pour la lutte contre les structures illégales de collecte et de placement d'argent, créé en août 2023, il a été décidé de l'organisation des journées communales d'assainissement du secteur de la microfinance afin de renforcer la sensibilisation des populations, notamment au niveau communal, sur les défis liés à l'assainissement et mettre en lumière les institutions de microfinance agréées dans les différentes localités. Ces journées constituent une occasion unique pour partager les bonnes pratiques, identifier les défis spécifiques à chaque commune et proposer des solutions adaptées dans le contexte actuel de résurgence d'initiatives informelles qui constituent un danger pour nos populations. La commune de Dangbo est la 4e des 6 choisies sur le territoire national pour accueillir la délégation de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés. Dangbo, à elle seule, compte plus d'une dizaine d'institutions de microfinance agréées par l'État. Et pour mieux faire connaître les services et produits qu'elle offre aux populations et aux acteurs de la production et la transformation des produits agricoles, et pour
asseoir une économie locale plus compétitive, ces structures ont animé une foire de 48 heures sur l'esplanade de la mairie de Dangbo. Le ministre de la Santé a effectué jeudi une visite sur le site de construction du Centre hospitalier international de Calavi, dont les travaux ont été lancés il y a 4 ans par le gouvernement. Cette descente a permis au professeur Benjamin Hunkwanti de constater l'achèvement des travaux de construction de cet hôpital de référence dont la réception provisoire est prévue pour la fin de ce mois. Occasion pour le ministre de la Santé de rappeler les raisons qui ont motivé le gouvernement à lancer ce projet. On va l'écouter au micro de William Sanoussi. Le centre hospitalier international de Calavi, qui était jadis un chantier, comme vous pouvez le constater, est devenu un hôpital, là maintenant. Les travaux sont terminés et nous espérons la réception provisoire à la fin de ce mois de juin 2024. Je ne saurais vous cacher ma satisfaction personnelle, celle de toute l'équipe qui a travaillé derrière, et je suis convaincu, celle du chef de l'État qui a partagé sa vision pour le système de santé de notre pays, pour ce défi relevé 4 années après le premier coup de pioche de lancement des travaux auxquels vous avez tous été témoins. Le CHIC est là et il ouvrira ses portes très bientôt pour le bonheur des patients du Bénin, mais également pour le bonheur de ceux qui viendront de notre sous-région. C'est le lieu également pour moi de rappeler le contexte dans lequel la construction, l'équipement et bientôt la mise en service de ce centre a été décidée. En 2016, au lendemain de sa prise de fonction, le président Patrice Talon, conscient de la situation du système de santé de notre pays, a instruit son gouvernement au fin de réaliser l'audit de tous les hôpitaux du Bénin. La commission mandatée à cet effet avait rapporté que les infrastructures médico-techniques de nos hôpitaux dits de référence ne répondaient pas aux normes attendues pour une prise en charge optimale de nos concitoyens. Elle suggéra alors la construction d'un hôpital de référence avec des équipements médico-techniques de haut niveau qui soient capables de prendre en charge les pathologies les plus complexes qui soient. C'est ainsi que le projet du CHIC a germé. Le CHIC, pour le présenter, est le plus grand hôpital du Bénin et sans doute, sans aucun doute, l'un des plus grands et les mieux équipés de la sous-région. On y compte 436 lits répartis dans 18 spécialités qui sont à leur tour regroupés en 8 pôles, notamment le pôle urgence-réanimation, un pôle cardio-métabolisme pour tout ce qui concerne la cardiologie interventionnelle conventionnelle, la réanimation cardiaque également, un pôle d'oncologie, notamment d'oncologie gynécologique, un pôle digestif et médico-chirurgical, un pôle locomoteur et neurochirurgical, un pôle cardiovasculaire et thoracique, un pôle néphro-urologique pour tout ce qui concerne la néphrologie et l'urologie, et un pôle tête-cou. Comme vous avez pu le constater, le volet mère-enfant n'est pas contenu dans le CHIC et sera adressé d'une manière spécifique par le gouvernement. Le CHIC a donc germé pour améliorer les soins de santé au profit des populations, toujours à la faveur de ce point de presse qu'il a animé. Juste après la visite du site, le ministre de la Santé a annoncé l'ouverture prochaine du Centre hospitalier international de Calavi et le recrutement du personnel de santé qui va y travailler pour un service de qualité. On va écouter une fois encore le professeur Benjamin Hunkwanti au micro de William Sanoussi. Le CHIC recevra son premier patient cette année. Nous envisageons en effet son ouverture
au cours du 4e trimestre de l'année 2024. D'ores et déjà, nous avons entamé le processus de recrutement du personnel administratif, technique et soignant qui fera vivre cet hôpital. Que dis-je, ce joyau? C'est le lieu pour moi d'exprimer encore une fois ma satisfaction pour l'intérêt que les cadres béninois, aussi bien ceux résidant au Bénin que ceux de la diaspora et d'autres au niveau international qui ont manifesté leur intérêt en réponse à l'appel à candidature lancé le 27 mai 2024. Au terme de cette première vague de recrutement, une deuxième vague de recrutement sera lancée avant la fin du mois de septembre 2024. En effet, imaginez que pour animer cet hôpital, il faut 1 millier de ressources humaines. 1 millier de ressources humaines, aussi bien administratifs, techniques que du personnel soignant spécifique. Je ne saurais terminer mes propos liminaires sans souligner que le CHIC est un hôpital public qui sera ouvert à tous les patients qui se trouveraient dans le besoin de recevoir des soins de santé. Toutefois, il s'agit d'un hôpital de référence qui ne prendra en charge a priori que les pathologies pour lesquelles les hôpitaux de niveau de référence inférieur n'ont pas la capacité d'apporter les réponses les plus adaptées. C'est vous dire que l'accès au CHIC sera bien structuré et bien organisé. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias a entamé une visite de sensibilisation dans les organes de presse. C'est une démarche qui consiste à s'imprégner des conditions de vie ou de travail des journalistes, mais aussi les appeler à travailler à ce que les pouvoirs publics reconnaissent la place des médias à travers le respect des règles qui régissent la corporation. Reportage. C'est par le quotidien L'Investigateur du jour que les membres de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ont entamé leur visite. Ici, la délégation a entretenu les journalistes sur le respect des règles qui régissent la corporation. Est-ce que c'est bon, l'activité prospère? Après ces échanges, l'équipe de l'ODEM va se retrouver dans les locaux du quotidien Le Potentiel et ensuite du Béninois Libéré pour le même exercice. Nous avons rappelé aux professionnels des médias que notre rôle à nous, c'est vraiment de travailler pour la cohésion nationale, la cohésion régionale. Notre rôle, c'est de rester collé donc, aux aspirations profondes de toutes les populations qui veulent le pain et la paix. Et donc, notre rôle, c'est également d'éduquer aux valeurs qui restent dans le temps. À chacune des destinations, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias a bénéficié d'une écoute significative. Les confrères saluent unanimement cette tournée de sensibilisation. Une visite très riche. Nous avons fait le tour du quotidien entre griffes du personnel de l'investigateur. Comment est-ce que ça fonctionne. Et puis par la suite, nous avons reçu beaucoup de conseils de la part de nos hôtes. Vous savez, quand on travaille, il faut forcément des gens pour venir vous dire attention, ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Oui, c'est bon, il faut continuer, ne continuez pas. Donc voilà pourquoi nous apprécions à juste titre cette démarche de l'ODEM que nous souhaitons être bénéfique pour nous, parce que étant donné que les conseils nous ont été prodigués, nous allons tout faire pour que à la prochaine visite de l'ODEM, que cette délégation puisse dire attention, nous sommes venus ici, on a fait des remarques et se sont corrigés. Et ce que j'ai gagné de cette visite, moi principalement et aussi au nom de mes confrères, je ne saurais l'énumérer ici parce que c'est un livre.
en termes de gain, c'est un livre. Des discussions ont également tourné autour de la convention collective concernant le traitement salarial des journalistes. À l'issue de cette descente, les professionnels ont exprimé des doléances, des attentes qui sans doute ne sont pas tombées dans les oreilles des sourds. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc le point de l'actualité chez vous. Ne bougez pas, le grand format se poursuit avec la page invitée qui va s'ouvrir dans un court instant. On va parler d'abord de ce vaste programme. Il s'agit de la construction des marchés régionaux et urbains au Bénin. Donc, projet initié donc, et réalisé par le président Patrice Talon. Celui ou celle donc, avec qui nous allons bien parler de ce projet, c'est bien la présidente de l'association Force des femmes et artisans des marchés du Bénin. On va l'installer juste après la pub. Sous le haut parrainage de M. Patrice Talon, président de la République, grand maître de l'ordre national, le Bénin accueille la 11e conférence internationale des grandes chancelleries francophones. Thème, la récompense matérielle ou financière du mérite, impacts sociaux et failles. Cadre d'échange, de réflexion et de partage, cette conférence se déroulera à l'hôtel Golden Tulip Les Diplomates de Cotonou du 24 au 28 juin 2024. Égalité et équité dans la récompense du mérite pour la justice sociale, la paix et la solidarité nationale. Authentique et savoureuse, Doppel Munich Lager, le goût d'une vraie bière. Désormais disponible en bouteille de 50 centilitres. Authentique et savoureuse, Doppel Munich Lager, le goût d'une vraie bière. Désormais disponible en bouteille de 50 centilitres. Sous le haut parrainage de M. Patrice Talon, président de la République, grand maître de l'ordre national, le Bénin accueille la 11e conférence internationale des grandes chancelleries francophones. Thème, la récompense matérielle ou financière du mérite, impacts sociaux et failles. Cadre d'échange, de réflexion et de partage, cette conférence se déroulera à l'hôtel Golden Tulip Les Diplomates de Cotonou du 24 au 28 juin 2024. Égalité et équité dans la récompense du mérite pour la justice sociale, la paix et la solidarité nationale. Sous le haut parrainage de M. Patrice Talon, président de la République, grand maître de l'ordre national, le Bénin accueille la 11e conférence internationale des grandes chancelleries francophones. Thème, la récompense matérielle ou financière du mérite, impacts sociaux et failles. Cadre d'échange, de réflexion et de partage, cette conférence se déroulera à l'hôtel Golden Tulip Les Diplomates de Cotonou du 24 au 28 juin 2024. Égalité et équité dans la récompense du mérite pour la justice sociale, la paix et la solidarité nationale. Sous le haut parrainage de M. Patrice Talon, président de la République, grand maître de l'ordre national, le Bénin accueille la 11e conférence internationale des grandes chancelleries francophones. Thème, la récompense matérielle ou financière du mérite, impacts sociaux et failles. Cadre d'échange, de réflexion et de partage, cette conférence se déroulera à l'hôtel Golden Tulip Les Diplomates de Cotonou du 24 au 28 juin 2024. Égalité et équité dans la récompense du mérite pour la justice sociale, la paix et la solidarité nationale.
Authentique et savoureuse. Doppel Munich Lager. Le goût d'une vraie bière. Désormais disponible en bouteille de 50 centilitres. Authentique et savoureuse. Doppel Munich Lager. Le goût d'une vraie bière. Désormais disponible en bouteille de 50 centilitres. Les marchés du Bénin changent de visage pour permettre aux commerçants d'exercer leurs activités dans de bonnes conditions et en toute sécurité. Les marchés urbains poussent dans tout le pays. Celui de Kadiaon est déjà opérationnel au grand bonheur des usagers. Alors comment les femmes principales bénéficiaires de ce projet apprécient-elles donc ce projet inscrit dans le programme d'action du gouvernement? La présidente de l'association Force des femmes et artisans des marchés du Bénin est avec nous, Madame Aimée Apolline Arouissou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, comment les femmes du marché, que vous connaissez très bien, apprécient-elles ce projet du président Patrice Talon? Nous sommes très contents de ce projet parce que ce projet ne date pas de maintenant. Qu'il vous souvienne à l'avènement, juste à l'avènement du président Patrice Talon, il nous avait invités au palais pour échanger avec les femmes et artisans des marchés du Bénin. C'est de là que sortit le projet de reconstruction et de la délocalisation du marché d'Antokpa. Donc voilà, nous en sommes à la phase opérationnelle et qu'il aurait cru en temps. Le projet est lancé et il y a eu beaucoup de soubresauts. Les gens disaient si ça allait aboutir, voilà, c'est abouti. La phase opérationnelle, nous ne pouvons qu'être contents. Et je profite de l'occasion pour remercier le chef de l'État et toute son équipe de dire et de faire. Et si je peux le dire ainsi, parce que c'est la première dans notre pays et ça c'est venu, on n'avait pas cru que ça allait aboutir. Voilà, nous sommes en face de ces marchés qui sont modernisés aux normes internationales et qui accueillent désormais, depuis le 15 passé, les usagers pour le grand bonheur du commerce du Bénin. D'accord, vous qui êtes toujours dans le marché, vous connaissez très bien les différents marchés du Bénin. Est-ce que ce besoin fondamentalement se faisait sentir chez les femmes? Absolument, puisque nous-mêmes nous savons les conditions dans lesquelles nous vivons, nous faisons nos affaires dans les différents marchés, particulièrement celui de Dantokpa. Mais puisque le marché d'Antokpa était le seul marché international, nous faisons avec eux et nous n'avons pas. Maintenant que nous avons en face des jolis joyaux, des marchés nouvellement construits, nous ne pouvons que dire merci au papa bonheur et qu'est le président Patrice Talon. Et pourquoi ne pas, je m'en voudrais de ne pas remercier le ministre du Commerce et de l'Industrie, pourquoi pas le DG, la directrice générale de l'ANAGEM, qui ont mis le bouchée double pour rendre vraiment opérationnel ce marché qu'est le marché de Kadiaon. D'accord, le marché de Kadiaon est déjà opérationnel, on l'a dit. Alors, quelles sont les formalités ou les démarches donc, à mener pour l'obtention de places dans ces marchés? Je crois qu'il n'y a pas grande formalité à faire. Si vous faisiez partie de ces commerçants, vous n'avez qu'à vous inscrire auprès de vos responsables. Les responsables de ces marchés-là. Si vous êtes nouveau, il y a des dispositions qui sont en train d'être prises par le communiqué, parce qu'il y a eu un communiqué qui est passé la semaine passée de ce que bientôt il y aura des recensements à faire pour ceux qui voudront s'installer dans les différents marchés. D'accord. Voilà. Alors, et puis, par rapport aux redevances à payer, est-ce que vous en avez déjà une idée? Non, mais vous
vous avez vu, et le porte-parole du gouvernement a eu à faire un point de presse le vendredi passé, et il a quelque peu situé ce qui est sûr. Il y a eu des propositions qui ont été faites par nous-mêmes, si je dis nous, les femmes des marchés, c'est de 400 par jour à 600, et je crois que le gouvernement est à l'écoute, et tous ces marchés qui ont été qui ont été construits pour les femmes sont à caractère social. Donc le chef de l'État, il doit être aussi à l'écoute. Il n'a qu'à voir dedans, si je peux m'exprimer ainsi, pour que nous arrivions à payer réellement. Alors, vous proposez combien comme redevance? Moi, ma proposition, mes consoeurs, mes collègues sont déjà dans la marge. Et si déjà on peut nous donner 400 par jour, jusqu'à 600, c'est pas encore mal. Et même moi, particulièrement, en tant que Aimé Awissou, responsable d'une association qui défend les intérêts de ces femmes, si nous restons dans la marge de 500 par jour, ça nous fera beaucoup plaisir. D'accord. Quels sont les produits qui sont autorisés à être vendus dans ces marchés, ou bien on peut tout vendre dans ces marchés modernes? Non, mais chaque marché aura sa particularité. Si nous prenons le cas de Kadjehoun, le marché de Kadjehoun, c'est plutôt les fruits. Vous-même, vous savez, les fruits. Je crois qu'au rez-de-chaussée, il y a les fruits, il y a les frais aussi, c'est-à-dire les viandes, le poisson, tout ce qui est frais, tout ce qui est fruits. Et à l'étage, il y a les bois de conserve, c'est-à-dire le riz en sachet, les tomates en boîte, en grosso modo les divers. Ok. Voilà. Alors, les horaires d'ouverture et de fermeture avaient déjà commencé à provoquer quelques grincements dedans dans le rang des femmes. Par la suite, il y a eu un réajustement. Est-ce que cela vous convient maintenant? Mais puisque ça c'est venu de la volonté des usagers même, il y a eu des grincements. Je profite pour dire aux autorités, à chaque fois que je suis sur mes activités, je demande de nous associer aux prises de décision. Parce que si on nous avait associés aux prises de décision, ces graissements n'allaient pas sur effet cela. Heureusement, ça a été rétabli. Ça prouve réellement que le ministre du tutelle, la directrice générale de l'ANAGEM sont vraiment à l'écoute des usagers qui sont dans les marchés, et ils ont réajusté l'heure, et c'est bien, ça peut aller ainsi. D'accord, c'est bien beau de se retrouver dans un marché moderne. Alors pour vous, quel pourrait être l'impact de ce projet sur le commerce des femmes? Mais impact positif directement, parce que je peux vous dire que depuis le 15 passé, le marché de Kadjehoun respire déjà le bonheur. Parce que si vous êtes dans un milieu sain, dans un milieu beau, vous êtes déjà dans la joie. Les usagers qui viendront dans le marché auront du plaisir à se procurer de tout ce qu'ils veulent dans le marché. Sans trop discuter les prix que vous leur proposez. Non, mais regardez vous-même, faites un tour dans ce marché-là, vous allez voir ce que c'est. C'est de beaux joyaux. Mais là, il faut féliciter le chef de l'État. Il a mis, c'est de beaux gros moyens qui est mis là, à la disposition de nous, les femmes. Ça nous honore. Nous sommes bien contents d'être dans ce marché. Tout le monde est bien habillé, le marché est propre. Vous, usagers qui viennent dans le marché, vous avez du plaisir à vous approvisionner facilement. Pourquoi pas, si on dit un peu, on ne discute pas beaucoup. D'accord. Une chose est d'avoir de la place dans le nouveau marché. L'autre chose, c'est la vente de ces produits. Quelle est la situation aujourd'hui dans les marchés? Pas plus tard ce matin, j'ai fait un tour dans ce marché, parce qu'il faudrait que je sois vraiment franche sur l'émission. J'ai fait un tour dans le marché. Les femmes, les dames, ceux qui sont là, ceux qui étaient sur place, nous avons confirmé que ça peut aller, que ça va. Et avec le temps, elles ont espoir que ça ira. D'accord. Alors, l'entretien de ces marchés, c'est l'une des préoccupations du gouvernement. Vous en avez sans doute conscience. Alors, au niveau de votre association, comment vous vous organisez pour garder ces lieux propres? Non, mais nos femmes savent déjà, puisque nous avons l'habitude de les sensibiliser par rapport à ça. C'est pour tout ça le chef de l'État a mis du lourd pour la réalisation de ces joyaux.
je profite de l'occasion pour implorer mes chères mamans, mes chères sœurs et frères qui sont dans le marché de faire l'effort de garder le lieu propre. Et je sais que le gouvernement aussi va nous aider parce que il est prévu, il y a des bocals, il y a des poubelles qui vont arranger les choses. Il y a aussi le gestionnaire, ceux qui gèrent les déchets qui sont là permanemment. Je crois que c'est promis, nous allons mettre la rigueur qu'il faut pour que le marché soit propre. Et puis l'ouverture de ces marchés entraîne la fermeture du plus grand marché du Bénin, le marché d'Antokpa. Pour vous, est-il nécessaire de fermer ce marché? Non, ça c'est un problème. Vraiment, le grand marché, le marché là existait avant nous. Et selon on l'a dit, le marché a vraiment une histoire. Et ce que moi je proposerais, c'est que même si on délocalise les secteurs, puisque bientôt il y aura ceux qui vendent les chaussures, les tissus, les maroquineries, les cosmétiques, les gros seront délocalisés vers leur site, vers les sites nouveaux. Et certainement, il va rester des gens. L'ANAGEM est en train de faire des communiqués, de dire aux autres qui restent de venir s'inscrire dans les autres marchés. Et ma proposition au chef de l'État est pourquoi ne pas ériger un petit marché qui va toujours garder le nom d'Antokpa et qui va faire que le nom d'Antokpa ne va pas disparaître. Parce que ce nom-là, d'Antokpa est un point de repère pour nos confrères et consoeurs de la sous-région qui viennent d'habitude s'approvisionner. C'est une doléance, c'est une demande personnelle. C'est ma proposition au chef de l'État. S'ils peuvent déjà nous voir ça comme ça, ça va faire que le nom d'Antokpa va rester au même moment que les autres marchés seront animés. D'accord. En attendant, quelles sont les dispositions que vous prenez pour libérer les places? En attendant, peut-être que le gouvernement accepte votre doléance. Non, mais les sensibilisations sont toujours en cours. Nous l'avons commencé depuis des lustres. Et les femmes des marchés, les femmes de Antokpa savent que ceux de tel secteur vont rester dans tel marché, ceux vont aussi. Et puis par rapport au communiqué qui est en train d'être passé depuis la semaine passée, pour ceux qui ne sont pas encore rangés dans ces marchés savent désormais qu'ils iront se faire enregistrer dans les livres de l'ANAGEM pour être installés dans les nouveaux marchés. D'accord. Aujourd'hui, nous constatons que la tomate, comme beaucoup d'autres produits de grande consommation, la tomate est chère dans les marchés. Qu'est-ce qui explique cela? Monsieur le journaliste, la tomate, c'est un fruit saisonnier. Et il y a beaucoup de saisons. Je ne suis pas tomatier, mais pour la petite investigation que j'ai eu à faire avec mes collègues qui vendent des tomates, le mois dans lequel la tomate, il y a eu surenchère, ce n'était pas la saison du Bénin, c'est la saison du Burkina Faso, la saison du Nigeria, la saison du Niger. Et vu le dérapage climatique, il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Donc la saison n'a pas été florissante, il n'y a pas eu beaucoup de tomates. Donc du coup, la demande a été plus forte que l'offre. Donc c'est ce qui a causé la surenchère. Je crois que depuis près d'une semaine, notre tomate est en train de sortir. Et si vous allez sur les marchés maintenant, ça revient, ça s'améliore un peu. Et d'ici 2 semaines, je crois que ça ira. Et pour la joie de tous les tomatiers et tous les usages des marchés. D'accord. Les femmes du Bénin, vous avez désormais de beaux marchés. Est-ce que cela règle les problèmes des femmes du Bénin? Si vous dites les femmes du Bénin, oui, mais le président Patrice Talon a fait beaucoup de choses pour les femmes. Nous restons seulement pas dans les marchés.
Il a fait voter des lois pour protéger les femmes. Il a fait beaucoup de choses, je ne peux citer ça ici. Mais ça se règle, les problèmes des femmes se règlent dans notre Bénin. Tout ça là sous le régime du grand patron, de notre cher papa. Et si je peux m'exprimer ici, Papa Bonheur et son équipe. Je crois qu'avec toutes les réformes, tout ce qui se met en place, les problèmes des femmes auront peu à peu de solutions dans notre pays. D'accord, on va finir avec votre message peut-être à l'endroit de toutes les femmes des marchés. Il y en a qui attendent déjà leur place dans le nouveau marché. Quel est votre message à leur endroit? Vraiment, je dis merci, comme je ne ferai pas de le dire, je dis encore merci au chef de l'État, son Excellence Patrice Guillaume Athanase Talon, et au ministre du Commerce, Madame Assouma, à la directrice générale de l'ANAGEM, Madame Loisel Kinifo, et pour leur travail abattu jusque-là. Quant aux femmes et artisans des marchés du Bénin, je les invite à la patience. Voilà, le chef de l'État nous a dit qu'il va nous construire des marchés modernes. Et voilà, qui avait cru. Nous n'avons pas cru à ce projet. Maintenant, le projet est là, c'est fait, les marchés sont construits. Et je crois que nous allons aller à la patience et petit à petit, les choses iront mieux. Pour ceux qui paniquent encore, je dis non, de ne pas se paniquer. Et le chef de l'État ne fait pas quelque chose, il ne s'arrête pas, il ne fait pas des choses à moitié. Il a des plans pour nous, il a toujours de beaux trucs à nous offrir. Il connaît le problème des femmes des marchés. Et je crois qu'avec la patience, toute solution qui sera là, ou tout problème qui sera là, aura des solutions avec le chef de l'État. D'accord, merci à vous, Madame Aimée Apolline Arouissou, présidente de l'association Force des femmes et artisans des marchés du Bénin. Très bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va changer de sujet. L'invité aussi, dans un instant, on va mieux comprendre les tenants et aboutissants du colloque international co-organisé par l'Assemblée nationale avec l'Institut parlementaire du Bénin, l'Institut pour la gouvernance démocratique et l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Et surtout avec l'Université d'Aoumé-Calavi, le docteur Patrick Henou est le vice-président du comité d'organisation. On va l'installer avec ceci. Au Bénin, le top des épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2024 a été effectif dans la matinée de ce lundi 17 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Mais la mauvaise nouvelle au cours de cet examen est que malheureusement les candidats inscrits dans les établissements privés non autorisés par l'État n'ont pas pu composer. Cette triste nouvelle a été annoncée par le directeur de l'organisation technique du baccalauréat, Taïrou Koramora, reçu ce dimanche 16 juin 2024 sur l'émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale. Cette actualité a été très commentée dans le rang des internautes. Si certains ont salué cette décision sur la toile, d'autres par contre accusent les fondateurs de ces écoles privées. Ils ont d'une part raison, mais je ne crois pas que ce soit à la dernière minute qu'il faut leur faire savoir cela. Et comment ils ont eu leur convocation? Se demande une internaute sur Facebook. Que les fondateurs de ces écoles parasitées prennent leurs dispositions. J'imagine déjà tout ce qu'ont dépensé les parents de ces élèves dans ces établissements non éligibles. L'autre sujet qui défraie la chronique, ce sont les 3 Nigériens de l'entreprise WAPCO qui avaient été interpellés le 5 juin dernier à Semenkpodi et inculpés jeudi 13 juin. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme du Bénin, qui a jugé et condamné lundi 17 juin dernier, a retenu contre eux l'infraction d'usurpation de titres et usage de données informatiques falsifiées et les a condamnés à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, ce qui implique leur libération immédiate. Si le dénouement de cette affaire constitue un soulagement selon certains internautes, il ne représente en rien un geste d'apaisement dans la tension qui persiste depuis quelque temps entre les deux pays voisins pour d'autres internautes.
Voici quelques-unes de leurs réactions. Notre président, son Excellence M. Patrice Talon, le roi de la jungle, rien ne peut le traumatiser. Je m'attendais à une condamnation ferme. On condamne les Nigériens comme ça, mais les Béninois reçoivent 10, 15, 20 ans de prison ferme. Mon procureur, vous êtes trop gentil. Il fallait être plus dur. Mon pays, le Bénin, mérite plus de respect. Ou bien les Nigériens n'ont pas vu la taille de l'Amazone avant d'entrer sur le site. On devrait passer à une exécution sans pitié. Terminons par cette catastrophe naturelle qui s'est abattue sur la Côte d'Ivoire. Il s'agit des pluies diluviennes qui ont fait plus de 61 victimes. Elles ont causé d'importantes montées des eaux et des éboulements dans plusieurs communes. Des précipitations qui ont mis à nu les nombreuses difficultés et la défaillance du système de drainage des eaux. La situation a créé d'énormes répercussions sur la ville, avec des inondations dans certains quartiers. Les personnes décédées ont été emportées par les eaux de pluie pour la plupart. En ce qui concerne les dégâts matériels, les secours ont signalé des inondations de voies et d'habitations, des coupures sur le réseau routier, des éboulements de terre et l'effondrement d'un immeuble. Les opérations de sauvetage ont mobilisé un grand nombre de ressources humaines et matérielles. À Adjamé, plusieurs quartiers ont été submergés par les eaux. Face à cette actualité, les internautes ont laissé les notes de tristesse et proposent des essais de solutions. C'est triste. Prompt rétablissement aux blessés, paix à l'âme des disparus et courage aux sinistrés. Dieu fortifie les familles endeuillées. Un coup vraiment dur, plus que le coup du marteau. L'inondation révèle le manque de réalisme dans les travaux d'urbanisme. Est-ce qu'il y a assez de collecteurs d'eau pluviale? Comment ont été dimensionnés les caniveaux? Quels sont les réceptacles d'eau aménagés? Existe-t-il une solution d'entretien de curage des caniveaux à l'approche des pluies? Autant de questions posées pour savoir les causes de ces inondations et trouver les solutions adéquates pour y remédier. Normalement, c'est le moment où la CEDEAO doit monter au créneau pour faire appel aux sapeurs-pompiers de la sous-région. Si c'était la France, on allait déjà voir l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre et autres pays envoyer des renforts. Afrique, nous manquons de solidarité. Oh non! Oh non! Laisse-moi tes mots. Aujourd'hui, on sait Isakaba. Isakaba. Give me your butt. Isakaba. Isakaba. Give me your body, yo. Give me your body, yo. Your body looking like tsunami. Your body looking like tsunami. Explosive erosion. L'alcool et moi, c'est fini. Hier nuit, moi et mon voisin, nous avions cherché mon téléphone pendant 3 heures avec la torche de mon téléphone. Quelqu'un qui travaille à la mairie. Oui. Si c'est un homme, comment on va l'appeler? Bah, monsieur le maire. Ok. Et toi, quelqu'un qui travaille à la mairie. Oui. Si c'est une femme, comment on va l'appeler? Madame la mairie. Non, c'est pas ça, c'est proche de ce que j'ai dit, mais comme... Non, c'est ça, c'est madame la mairie. Non, c'est pas ça, c'est comme ce que j'ai dit, mais avec un madame devant. C'est monsieur le maire, hein? Non, avec un madame devant. Ouais, c'est ça, c'est madame la mairie. Comment? Non. Madame la mairie. Non, mais comme monsieur, mais avec une madame devant, genre. Non. C'est ça, c'est madame la mairie. Mais non, c'est pas mairie, ça c'est genre le lieu. C'est comment on dit, moi j'ai dit monsieur le maire, du coup si on veut dire pour une femme ça va être genre... Tu m'as bien compris la question. Il dit, quelqu'un qui travaille à la mairie, si c'est une femme, comment on va l'appeler? C'est madame la mairie. Mais non, du coup faut mettre, c'est comme j'ai dit monsieur. Madame, même si c'est vous qui travaillez là-bas, c'est madame la mairie. Mais non, parce que mairie... Je vais vous appeler madame la mairie. C'est ça, madame la mairie. Madame la mairie. Ouais, madame la mairie. Là, il y a un petit défi.
Retour sur le plateau du grand format dans une quinzaine de minutes. Nous allons passer en revue les sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine avec l'invité média. Mais avant, comme je le disais, il y a quelques minutes, un colloque international va s'ouvrir mardi prochain au Palais des Congrès de Cotonou et sera clôturé à l'université d'Abomey-Calavi. De quoi les participants vont-ils parler pendant 3 jours? Le docteur Patrick Henou est le vice-président du comité d'organisation. Il est avec nous. Bonjour, bienvenue sur le plateau du grand format. Bonjour monsieur le journaliste. Alors vous êtes par ailleurs maître de conférence à une des universités du CAMES, enseignant-chercheur en sociologie politique à l'université d'Abomey-Calavi. Alors quels sont les objectifs de ce colloque international? Merci beaucoup pour votre question. Il faut souligner que nous avons retenu pour ce colloque un thème. Et le thème choisi, c'est la culture politique en Afrique, militantisme, civisme et citoyenneté face aux défis de la consolidation démocratique. Et donc, vous convenez avec moi que la plupart des pays du monde ont adopté comme option, n'est-ce pas, la démocratie. Et c'est cette démocratie-là qu'il faut questionner pour voir un peu les mécanismes, d'abord l'énonciation de cette culture politique et les mécanismes pouvant permettre d'avoir à parler donc de leur émergence en lien bien évidemment avec les défis de la consolidation démocratique en Afrique. Et pour en arriver là, nous avons pensé que les cultures politiques qui sous-tendent la consolidation démocratique devaient être regardées de plus près à travers un certain nombre de considérations que nous avons énumérées sous l'angle des axes. Et si vous voulez, je peux évoquer l'ensemble des axes et qui vont meubler, n'est-ce pas, et ce colloque sur les cultures politiques en Afrique. Le premier axe, et donc c'est bien civisme et incivilité. Vous convenez avec moi que quand on parle de démocratie, et quand on parle de démocratie en lien avec les cultures politiques, on peut souligner déjà que les cultures politiques regroupent l'ensemble des normes, des valeurs, et des croyances, des connaissances qui peuvent guider, n'est-ce pas, les comportements et les attitudes des citoyens qui sont membres d'une collectivité, d'une société, par exemple. Et à ce niveau, ces cultures politiques peuvent être mises en œuvre individuellement, comme elles peuvent être mises en œuvre collectivement. Et en questionnant la démocratie, nous avons pensé que l'ensemble des pays du monde ont fait l'option démocratique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et particulièrement l'Afrique. Et à travers cette démocratie, il va de soi aujourd'hui que la plupart des problèmes que nous rencontrons dans la mise en œuvre de cette démocratie méritent d'être regardés de plus près pour trouver des solutions et à l'enracinement donc de la démocratie. Et c'est ce que nous essayerons de faire pendant les 3 jours que durera ce colloque international. Et le deuxième axe concernant ce colloque, c'est citoyenneté participative. Aujourd'hui, il faut voir par quel mécanisme on peut amener les citoyens à influer, n'est-ce pas, sur le mode d'énonciation de la démocratie. Et si on sait que les politiques publiques sont mises en œuvre pour le bien des citoyens, pour renforcer le vivre ensemble, et on peut savoir et on peut chercher à savoir comment les citoyens peuvent agir sur le processus depuis la conception des politiques publiques jusqu'à leur mise en œuvre. Et c'est ce que nous allons essayer de voir à travers le deuxième axe. Le troisième axe, c'est culture politique et culture démocratique. Quel lien nous faisons entre culture politique et culture démocratique? Lorsque vous prenez la définition que j'ai donnée tout à l'heure des cultures politiques, et on peut déjà supposer que ces cultures ne sont pas les mêmes selon que l'on est dans un régime monarchique ou autocratique ou que l'on se retrouve dans un régime démocratique. Et donc, comment ressortir, n'est-ce pas, le socle de ces cultures politiques dans un régime démocratique pour espérer en arriver
à la consolidation de la démocratie en Afrique. Et quatrième axe, c'est Parlement et consolidation démocratique. Nous savons très bien qu'au nom du principe de la séparation des pouvoirs, nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et nous savons également que le pouvoir législatif se charge, n'est-ce pas, de dicter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Et comment faire en sorte que le Parlement joue efficacement ce rôle? Le Parlement qui est le haut-lieu de la politique, comment faire pour qu'il joue efficacement son rôle? C'est ce que nous allons essayer de voir au niveau donc du quatrième axe. Et le cinquième axe, donc le tout dernier, a trait, n'est-ce pas, au militantisme politique et social. Et quand on parle de l'animation de la démocratie, nous avons deux volets. Même si vous prenez la démocratie dans sa stature qui était la nôtre au moment où on faisait la transition démocratique, il y a le pluralisme politique. Et à ce niveau-là, on ne peut que parler du militantisme politique, à savoir que nous avons plusieurs partis politiques et les partis politiques, on le sait très bien, travaillent à animer la vie politique et à conquérir le pouvoir et à l'exercer. Et donc, comment faire pour que l'on cultive, n'est-ce pas, le militantisme de bonne loi qui puisse servir la cause démocratique? Et à côté, vous avez également le militantisme social. Quand on prend l'histoire du Bénin, par exemple, à partir des années 90, on se rend compte qu'il y a une pléthore d'associations qui se sont constituées. Et ces associations se sont spécialisées dans le temps et peuvent aussi jouer un grand rôle dans les sensibilisations, dans la co-construction de la démocratie. Et donc, nous allons questionner tout cela au niveau de l'axe numéro 5 de ce colloque. D'accord. Combien de communications avez-vous déjà reçues et d'où viennent-elles? En termes de statistiques, à l'heure actuelle, on peut retenir quand même que nous avons au total 69 communications pour 108 communicateurs. À savoir que 2 ou 3 personnes peuvent se retrouver sur une même communication. Et les 69 communications proviennent, n'est-ce pas, de près de 13 universités ou institutions et de 12 pays de par le monde. Et 3 continents sont en interaction. Et concernant ces 12 pays que j'ai évoqués, si vous voulez, je les cite rapidement. Vous avez par exemple le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, vous avez la Côte d'Ivoire, la France, vous avez également le Gabon, vous avez les Pays-Bas, vous avez le Niger, vous avez le Royaume-Uni, vous avez le Tchad, vous avez le Togo et bien évidemment les USA qui seront représentés au niveau donc de ce colloque que nous organisons. D'accord. Quelles sont les cibles visées par ce colloque justement? Nous nous sommes inscrits dans une démarche pluridisciplinaire. Et ce qui a fait que vous aurez des chercheurs et enseignants-chercheurs, voire même des doctorants qui relèvent, n'est-ce pas, des sciences humaines et sociales, comme vous aurez d'autres qui relèvent également des sciences juridiques et politiques. En tout cas, toutes les disciplines qui étudient l'homme sont représentées à travers, n'est-ce pas, ce colloque que nous organisons. Mais à côté donc de ces spécialistes des disciplines, vous avez également des praticiens. Vous avez également des acteurs majeurs des associations ou des ONG de façon générale qui sont appelés aussi à passer leur communication dans le cadre de cette messe scientifique que nous voulons au profit donc de l'émergence de l'Afrique. D'accord. En dehors des scientifiques, il y aura sans doute les acteurs politiques donc, qui vont peut-être assister aux travaux. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour éviter, on va dire, un déséquilibre en termes de représentativité des obédiences politiques? Si vous regardez très bien, nous avons un certain nombre de conférences plénières, 2 au total, qui sont retenues. À côté, avant ces conférences plénières, nous avons la conférence inaugurale, qui sera d'ailleurs donné par le professeur Nassirou et Bako Arifari. Et puis en descendant, vous avez des panels. Et nous avons conçu des TDR pour les panels. Et au niveau des panels, nous avons fait appel à des acteurs majeurs de la science, à des acteurs politiques. Et
au niveau donc de chacun de ces panels, vous avez ces acteurs-là qui sont identifiés pour faire passer des messages scientifiques. Et nous avons pensé à réaliser un brassage entre acteurs politiques et acteurs scientifiques. Et je vous ai dit tout à l'heure que nous avons conçu des TDR et pour éviter des débordements, pour que chacun puisse rester dans son couloir. Et au niveau donc des panels que nous avons retenus, il y a que les acteurs politiques sont choisis en restant dans une logique d'équilibre. Vous avez des représentants donc de la mouvance, vous avez des représentants de l'opposition et vous avez également, n'est-ce pas, des hommes de science, parce qu'il y a un discutant ou un modérateur qui se met dans un rôle de distribution de la parole et en même temps veille au grain pour éviter des débordements. En tout cas, notre colloque est un colloque qui a pour objet politique, mais qui en réalité ne s'embarrasse pas de considérations partisanes. D'accord, on va parler du financement de ce colloque. Alors, qui le finance? Comment est-il financé? Oh, vous savez, ce colloque d'abord relève d'une initiative tripartite. Vous avez la première partie, l'Assemblée nationale, et c'est le lieu donc de saluer le président Louis-Yves Lavonou, qui est en même temps le président d'honneur donc de ce colloque. Et à côté, vous avez, n'est-ce pas, l'Institut parlementaire du Bénin, qui constitue la première partie. La deuxième partie, vous avez l'Institut pour la gouvernance démocratique, l'IGD, qui s'étend vers le NIMD, qui peut être défini, n'est-ce pas, comme Netherlands Institute for Multiparty Democracy. Pour parler français, je dirais qu'il s'agit donc de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Ça, c'est ce qui concerne la deuxième partie. La troisième partie, il y a l'Université d'Abo-Nkalavi. Et à l'Université d'Abo-Nkalavi, vous avez forcément la faculté des sciences humaines et sociales et le département de sociologie et anthropologie. Et donc, voilà les parties qui organisent réellement ce colloque. Mais du point de vue financement, vous avez l'ambassade royale des Pays-Bas qui finance la grande partie donc des dépenses. Et j'ai parlé de l'Assemblée nationale qui aussi a mis la main dans la poche pour soutenir financièrement ce colloque, pour qu'il soit une réussite. Voilà vraiment les parties prenantes. Mais je peux souligner également que, parlant donc de l'ambassade des Pays-Bas, il est besoin de rappeler très rapidement que ce financement est obtenu à travers le programme RAPIDE et qui se définit comme renforcement et appui pour des partis politiques inclusifs et démocratiques. D'accord. Quels sont les résultats attendus au terme des travaux de ce colloque? Ah oui, c'est une très belle question. Les résultats d'un colloque ne se mesurent pas ou ne s'apprécient pas en termes d'espèces sonnantes et trébuchantes. Je puis dire que chacune des parties prenantes à l'organisation de ce colloque, et vous avez compris la variété de participants et d'organismes impliqués dans l'organisation, chacune des parties essayera de tirer le meilleur parti, excusez la répétition, donc des résultats de ce colloque. Dans tous les cas de figure, il s'agit prioritairement de faire en sorte que les résultats orientent l'action, quand bien même on sait qu'il ne s'agit pas forcément donc de recherche-action dans le cadre de ce colloque. Mais, toute proportion gardée, je puis vous ajouter que nous sommes dans une dynamique d'élargissement du champ de connaissances autour des questions démocratiques, autour de la consolidation de la démocratie, autour du militantisme, du civisme, de la citoyenneté et face aux défis que nous avons énumérés tout à l'heure. Et pour finir vraiment la série de résultats, il y a que à terme, les actes du colloque seront publiés et au-delà des actes, nous aurons un ouvrage scientifique et qui va être, si vous voulez, le réceptacle d'articles
novateur ou de communication novatrice pouvant nous permettre efficacement de mettre le curseur sur les enjeux qui sont les nôtres dans le continent africain en termes d'émergence de la démocratie ou en termes donc de sa consolidation. D'accord. Merci à vous, Dr Patrick Henou. Vous êtes le vice-président du comité d'organisation de ce colloque international. Si vous permettez, vous permettez juste 2 secondes, il me plaît quand même de remercier donc, le président de l'Assemblée nationale, qui est le président d'honneur. Et il me plaît également de saluer l'engagement de l'Institut pour la gouvernance démocratique, l'IGD, qui a fait un travail de fourmi pour que l'on parle donc de l'effectivité de ce colloque. Et à sa tête, bien évidemment, le docteur maître de conférence Azizou Chabi Imoro. Et évidemment, le recteur donc, de l'université, professeur Félicien Avlessi, qui n'a ménagé aucun effort pour nous recevoir et pour nous protéger des conseils et pour que l'organisation soit un succès. D'accord, merci beaucoup. La cérémonie d'ouverture, c'est pour mardi prochain. Oui, effectivement, la cérémonie d'ouverture aura lieu au Palais des Congrès. Et les travaux vont se dérouler sur le campus. Non, après la cérémonie d'ouverture, il y aura la conférence inaugurale également au Palais des Congrès, suivi, n'est-ce pas, de 2 panels de discussion pour meubler toute la journée. Et à partir donc du jour 2, nous serons sur le campus d'Abomey-Calavi. Et pour la suite des activités, donc les panels, et 2 panels, pardon, et les communications en atelier. Et jour 3 maintenant, nous aurons la suite des panels, plus maintenant la cérémonie de clôture. Et en tout cas, comme vous l'aurez constaté, c'est un agenda bien fourni qui permettra aux participants vraiment de s'impliquer dans l'animation de cette interaction scientifique au profit donc de notre continent. D'accord, bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, nous allons observer une pause de 7 minutes, le temps pour vous de suivre la revue de presse hebdomadaire de Asion Mokani à Siongbon. Et juste après, vous le savez, c'est le décryptage de l'actualité nationale avec l'invité média, Claude Alofa, sera avec nous dans quelques secondes. Il est le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Voici la revue hebdo pour l'installer. Authentique et savoureuse. Doppel Munich Lager, le goût d'une vraie bière. Désormais disponible en bouteille de 50 centilitres. Authentique et savoureuse. Doppel Munich Lager, le goût d'une vraie bière. Désormais disponible en bouteille de 50 centilitres. Authentique et savoureuse. Doppel Munich Lager, le goût d'une vraie bière. Désormais disponible en bouteille de 50 centilitres. À toutes et à tous, bonjour et merci de retrouver la revue de presse hebdomadaire. Les commerçants du marché de Kadjeoun ont retrouvé leurs étals sur un site flambant neuf, annonçait lundi La Nation, érigée sur une superficie de 512 mètres carrés avec 46 étals situés à 2 niveaux. Le nouveau marché moderne de Kadjeoun a accueilli ses locataires au rez-de-chaussée, les marchands de produits frais et à l'étage, ceux de produits manufacturés lancés le 12 décembre 2019. Le projet de construction des marchés est entièrement achevé, les marchés livrés au gouvernement
À en croire le Télégramme, la construction des 9 marchés urbains de Cotonou a coûté environ 32 milliards de francs CFA à Bénin Intelligent, s'est intéressé aux heures d'ouverture et de fermeture dans ces marchés et relatait qu'au lieu de 18 heures, les jours ouvrables et 16 heures les jours fériés, ils fermeront désormais respectivement à 21h et 20h. En ce qui concerne l'heure d'ouverture, les marchés ne seront ouverts aux usagers qu'à partir de 9h et aux marchands à 8h. Dans sa publication de mercredi, Fraternité notait que c'en est fini avec la hantise de l'insécurité au sein des marchés. Les usagers s'y rendront désormais en toute quiétude. Les nouvelles infrastructures sont construites avec des matériaux de sécurité et ainsi, à l'instar des garanties d'hygiène, le nouveau marché offre un gage de sécurité. Par ailleurs, le journal relevait que l'ouverture des nouveaux marchés modernes sonne le glas du long règne du marché d'Antokpa. Et dans le domaine de la santé, la nation informait que le centre hospitalier international de Calavi, CHIC, est fin prêt. L'hôpital ouvrira ses portes dans les semaines à venir pour recevoir ses premiers patients. Cet hôpital allie technologie, modernité, compétences et expertise de haut niveau pour soigner les pathologies les plus complexes. 1028 employés, toutes catégories confondues, travailleront au centre hospitalier international de Calavi, qui pour soigner les malades, qui pour gérer l'administration hospitalière, qui pour s'occuper de la technique et autres travaux connexes. Pour Fraternité, le CHIC, jadis un chantier, est aujourd'hui devenu un hôpital. Les travaux sont terminés, nous espérons la réception provisoire pour la fin de ce mois. Je ne saurais vous cacher ma satisfaction pour ce défi relevé 4 années après le coup de pioche du lancement des travaux auxquels vous fûtes témoin, confiait le ministre de la Santé, Benjamin Mpati. Le CHIC est là et s'ouvre bientôt pour le bonheur des patients du Bénin et de la sous-région. Bénin Intelligent ajoutait que l'hôpital dispose de 436 lits répartis dans 18 spécialités. Ces spécialités sont regroupées en 8 pôles, à savoir un pôle urgence et réanimation, un pôle cardio-métabolisme, un pôle oncologie, un pôle digestif et médico-chirurgical, un pôle locomoteur et neurochirurgical, un pôle cardiovasculaire et thoracique, un pôle néphrologique et un pôle tête et cou. Avec La Nation, on pouvait lire jeudi que la réorganisation des filières soja et anacarde sera effective. Le Conseil des ministres du mercredi 19 juin l'a adopté et c'est la Chambre nationale d'agriculture qui sera aux commandes de cette opération qui se veut méthodique. Les perspectives sont bonnes pour les filières anacarde et soja. Les prévisions, c'est qu'il faut une production minimale de soja de 300 000 tonnes par an. Mais avec les performances actuelles, il est nécessaire de revoir ces chiffres à la hausse pour donner une satisfaction parfaite aux investisseurs que les caractéristiques de la zone industrielle de Glodjibé ne cessent d'attirer. Et déjà mercredi, l'économiste du Bénin soulignait que soutien de premier rang au développement de la zone industrielle de Glodjibé, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, rivalise d'ardeur aux côtés de la CIPI Bénin de la pièce pour une pleine réalisation du dit projet. Après décembre 2023, l'autorité ministérielle a, le mardi 18 juin 2024, tenu une séance de travail avec l'équipe de la Société d'investissement et de promotion de l'industrie et celle de l'Agence de promotion des investissements et des exportations. Crise persistante entre le Bénin et le Niger, l'autre quotidien faisait un plaidoyer pour une médiation internationale. Dans une certaine indifférence de la communauté internationale, le Bénin et le Niger, 2 pays membres de plusieurs organisations régionales, sont à couteau tiré depuis plusieurs mois avec des épisodes parfois inquiétants. 2 États voisins liés par la géographie et l'histoire, avec des peuples frères, mais avec des dirigeants au plus haut niveau qui ne se parlent plus. Rien ne se fait par la communauté internationale pour éviter que la situation ne s'envenime pour dégénérer en un conflit armé.
C'est pourquoi il faut que la communauté internationale prenne la mesure de cette crise pour mettre en place une médiation efficace et appropriée afin de proposer aux autorités béninoises et nigériennes des solutions idoines pour une sortie de crise définitive. En sport, Visa Info rapportait que sanctionné la veille du lancement officiel des 9e championnats d'Afrique de pétanque, Marrakech, dans le contentieux qui les oppose à la Fédération internationale de pétanque et Jeux provençal, Khalid El Massouri, président de la Fédération royale marocaine de pétanque, et Sadiq Germa, membre du comité exécutif confédéral, doivent désormais leur salut au président de la Confédération africaine des sports boules, l'honorable Idrissou Ibrahima. Dans un courrier adressé à la Fédération internationale, il demande un recours gracieux à l'instance fêtière mondiale. À l'en croire, cette demande va aider la CASB dans son souci d'œuvrer à renforcer la cohésion en son sein. Notre vœu, notre démarche en faisant la présente demande est de vous prier de nous accompagner dans notre souci d'œuvrer à renforcer la cohésion au sein de la CASB, à consolider les acquis et à raffermir l'autorité de notre confédération sur le continent. Car une CASB unie et forte signifie aussi une fédération internationale et FMBP unie et forte, a-t-il déclaré. C'était la revue de presse hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Voilà, c'était à l'instant la revue de presse hebdomadaire signée à Siongbon Kani à Siongbon que nous allons retrouver dimanche prochain avec d'autres informations. Mais en attendant, pour le tour d'horizon de l'actualité nationale, il est déjà là. Claude Alofa, bonjour. Bonjour. Directeur de publication du quotidien L'Informateur. Merci d'être avec nous alors que la Criette a donné son verdict dans cette affaire des Nigériens interpellés sur le terminal de Semepodji. 3 d'entre eux qui étaient placés en détention ont été condamnés à 18 mois avec sursis. Quelle est votre lecture de cette sentence de la Criette? Une sentence qui a permis que les Nigériens rentrent chez eux. Je crois que c'est la meilleure des choses qu'on aurait pu espérer. Il fallait éviter forcément que ce soit une sentence qui conduise à élever le ton du côté du Niger, aggraver la situation. Alors, je comprends donc que nous saluons cette décision de la justice, qui est une décision certainement qui répond aux normes des droits. Nous ne disons pas que c'est une décision politique, mais nous sommes heureux que cela ne serve plus d'éléments d'aggravation de la situation, surtout du côté du Niger. Et avec les tapages que nous avons entendus autour de cette affaire, on s'attendait à une lourde peine. Est-ce que ce verdict va apaiser les deux camps? Nous espérons vivement que ce verdict apaise les deux camps, mais cela permet aussi à la partie nigérienne de savoir que oui, ils ont le droit de faire passer leur pétrole par le Bénin, mais ils ont aussi des obligations. Et donc, ceux qui viennent ici et qui doivent travailler pour le Niger doivent respecter la loi béninoise, doivent pouvoir se conformer aux exigences d'ici. Et c'est en cela que je trouve bien quand même que l'État, que la justice ait pu intervenir, que la Criette ait pu gérer ce dossier-là. Le signal est donné. Pour moi, ce ne sera pas une raison de garder longtemps les pipelines fermés, mais plutôt je crois que les autorités nigériennes, si elles, je crois, veulent respecter leur contrat avec la Chine, qui doit pouvoir récupérer quand même, la société chinoise qui gère donc ce pétrole, elles doivent rouvrir les vannes pour que le pétrole passe, et que le Niger, s'ils tiennent à ce qu'il y ait des représentants ici au port, que cela soit fait. Je crois qu'ils doivent recevoir des badges
normalement, et ils doivent officiellement être reconnus. Et je crois que le Bénin n'a pas... Mais Claude, cette situation, on pouvait l'éviter, non? On pouvait gérer la situation autrement que de faire une communication abondante autour de l'interpellation de ces Nigériens, non? Oui, seulement que il y avait une crise latente. Et puis, les Nigériens pris sans être officiellement présentés, sans être passés par le tribunal, peut être traités autrement de l'autre côté. Et il faut donc qu'ils sachent que le droit a été respecté. Je crois que c'est ce qui a été fait. Quant à la communication autour, je crois que les journalistes sont à la recherche de l'information, de toute information sur cette situation entre le Bénin et le Niger. Et donc, on ne pouvait pas autrement avoir autre réaction. Hein. Quel que soit, même s'il était en cachette que cela a été décidé, la presse aurait été informée. Je crois même que c'est la presse qui a mis le plus à l'oreille. Il y en a qui les ont traités déjà de terroristes et tout dans les différentes parutions. Alors, fondamentalement, est-ce que vous avez l'impression que les dirigeants des deux pays soucient véritablement de la situation de précarité de la population? Là, je crois que nous pouvons dire non. Non, parce que il doit avoir une manière de pouvoir mettre fin à la crise. Au niveau des deux côtés, chacun doit pouvoir jouer un rôle plus franc pour qu'on puisse finir avec cela. Parce que véritablement, les populations, quand vous voyez la situation de nos frontières, ces populations n'ont pas d'autre possibilité de coopérer que de pouvoir donc que les frontières soient ouvertes. Et cela devrait être une priorité des deux côtés. Et je crois que si nous avons quelque chose à dire, c'est de dire que les autorités à divers niveaux doivent travailler et à ce que cela passe et que les autres contentieux soient réglés d'une autre manière que de garder les frontières fermées. Bon, les autorités béninoises, je crois, ont gardé toujours les frontières ouvertes, malgré tout ce qui est fait de l'autre côté. Et donc, si les Nigériens veulent autre chose, je crois qu'il faut mettre les exigences sur la table. Nous voulons telle ou telle autre chose. Mais les situations sur lesquelles nous ne sommes pas en sécurité... en ce moment, il va être difficile. Il va être difficile. Si on ne nous dit pas, si le Niger ne dit pas, voici ce que nous voulons, avant de rouvrir nos frontières. Mais quand on dit simplement, nous avons des soupçons selon lesquels nous ne sommes pas en sécurité, mais encore que, c'est une frontière. Une frontière peut être bien gardée. Il suffit seulement de multiplier donc, des forces armées et de contrôler l'entrée sur le territoire nigérien. Cette frontière, d'abord, regardez, il faut forcément le fleuve. Alors, dans quelle mesure tout cela est dit et tout cela est fait, je crois qu'il faut que les populations, que les autorités nigériennes, hein, ce n'est pas une manière de les accuser de quoi que ce soit, mais je pense qu'elles ont plus à dire. Puis la décision doit venir de chez elles, pas du Bénin. Le Bénin a ouvert ses frontières. Le Bénin n'a pas posé de conditions. Alors la décision doit venir donc des autorités nigériennes et notre souhait, c'est qu'elles puissent ramener la balle à terre et régler autrement les contentieux qu'ils ont. D'accord. De l'autre côté, c'est la Cour constitutionnelle qui donne feu vert à Patrice Talon pour nommer les ministres conseillers. Bonne nouvelle pour les prétendants? Oui, bonne nouvelle pour les prétendants et je crois aussi cela nous permet d'apprendre à gérer notre pays et savoir que le président de la République il a libre cours, il a le droit de choisir qui il veut, de créer les structures, pas des institutions, non, des structures qui vont l'aider à pouvoir gérer la République. L'essentiel est que nous aboutissions donc ministre à un conseiller, bon port. qu'est-ce que vous y comprenez? Non, j'y comprends ce que le chef de l'État y met, puisque c'est lui qui a créé ça. Puisque le chef de l'État a dit à ses conseillers et tout, créer les ministres conseillers, ils vont servir du dehors, nous pouvons dire que c'est juste un jeu politique du dehors. Mais peut-être que des ministres qui deviennent des conseillers, c'est plus hautement politique, c'est-à-dire que c'est vu peut-être comme une force supérieure. Des conseillers, c'est juste des gens qui sont là et qui parlent. Mais ceux-ci sont des ministres, ont accès à certaines réalités dans leur département respectif. S'ils deviennent des conseillers politiques, pour moi, le chef de l'État veut avoir plus de précision peut-être dans les conseils, parce que c'est des gens qui sont déjà en activité. Les conseillers, de ce côté, ils n'ont peut-être pas accès à certaines
informations qui sont sectorielles au niveau donc, de chaque département, alors que les ministres, ils ont déjà cela à ajouter au fait que quand ils vont sur le terrain, ils peuvent donc être plus utiles. Dans tous les cas de figure, c'est notre lecture du dehors, mais le chef de l'État, il met ce qu'il veut et il mettra qui il veut pour obtenir les résultats qu'il veut. La Cour lui a donné l'autorisation. Une façon de récompenser les cadres politiques, parce qu'on sait que la plupart des nominations, les cadres politiques ne sont pas trop promus, donc avec le chef de l'État Patrice Talon, et certains partis sont obligés même d'élargir leur bureau exécutif pour pouvoir contenter leur militant le plus fidèle. C'est peut-être une solution pour les chefs de partis politiques qui soutiennent Patrice Talon. Peut-être une solution pour cela, peut-être pas aussi, hein. Peut-être que, dans tous les cas de figure, nous savons que c'est hautement politique. Dans tous les cas de figure, ça ne peut pas être autre chose. À 2 ans de la fin d'un mandat, une telle structure ne peut servir qu'à faire de la politique. Et quand le chef dit qu'il sera présent, même s'il s'en va, alors nous croyons qu'il y aura certainement des dépenses, il y aura de l'argent sorti. Peut-être que l'argent sera imputé à chaque budget des départements ministériels, peut-être. Peut-être que ça sera imputé directement à la présidente de la République, au budget de la présidente de la République, parce que ce n'est pas un budget qui est prévu dans cet exercice. Alors, dans tous les cas de figure... Mais ça fait des charges supplémentaires, non, pour le budget? Je crois que le chef de l'État a les moyens de trouver... a les capacités de trouver les moyens des charges qu'il crée. Parce qu'il est le chef de l'État. Et les charges qu'il crée, c'est pour pouvoir régler les problèmes. Je n'ose pas croire qu'il crée des charges qui seraient des suppléments de dépenses pour la République qui est en train de lutter pour le développement. D'accord. Les professionnels des médias étaient aux unes le 9 juin dernier. On connaît déjà les 3 représentants des professionnels des médias au sein de la HAC. Vous les connaissez bien? Nous leur disons nos félicitations parce qu'ils sont élus, confirmés. Et donc, tant mieux qu'ils nous représentent mieux, nous allons dire. En fait, c'est parce qu'on veut toujours le mieux et qu'on dit qu'ils nous représentent mieux. Ceux qui étaient là n'ont pas totalement démérité. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un poste où ils travaillent collégialement avec d'autres conseillers. Et ce ne sont pas eux qui prennent les décisions. Ils font des propositions et cela doit être décidé donc, par le collège des conseillers de la HAC. Et en cela, nous n'accusons pas... C'est la démocratie chez les hommes des médias. Évidemment. Tout se passe bien. Oui, tout se passe jusque-là bien. La Sénat a voulu donc jouer un rôle pour éviter peut-être certains couacs, d'accord. Ils sont venus, ils ont constaté que, je crois, ils ont constaté que les journalistes sont les plus démocrates. Nous avons fait l'élection comme il le faut et nous avons donc nos 3 représentants. Et puis la 6e mandature qui est en train de finir. Concrètement, quel bilan peut-on retenir de cette mandature? Voyez-vous, c'est une institution, c'est une institution de la République qui a pour rôle de servir l'État béninois. Les journalistes peuvent faire leur bilan à part, parce qu'en tant que journaliste, nous aurions voulu qu'il y ait certaines avancées. Nous n'avons pas, au niveau de la carte de presse, nous n'avons pas quelque chose de meilleur. Nous avons surtout seulement une carte qui nous permet d'accéder, d'aller voter, et puis de pouvoir accéder, je ne sais pas, aux institutions, peut-être pour pouvoir aller prendre des informations, mais rien de plus, pas davantage. Donc, la HAC passée, est-ce qu'elle nous a aidé dans ce domaine? Il y a des médias fermés. Oui, c'est dommage que ce soit resté fermé ainsi jusqu'à la fin. Je crois que la mandature passée n'aurait pas, sur ce plan-là, été une bonne mandature. Qu'est-ce qu'on peut retenir de bien donc, de cette mandature finissante? Je ne sais pas si j'ai des souvenirs d'actions positives vis-à-vis de la presse béninoise. Je n'en ai pas souvenir. Mais je sais une chose, c'est qu'ils n'ont pas... C'est la seule chose que nous avons gardée, ce sont ces difficultés-là qui ont pris par le fait que des organes de presse fermés, des journalistes affamés, finalement, parce qu'ils ne peuvent pas exercer leur métier. Les confrères du groupe de presse, la Gazette du Golfe, qui sont à la maison. Toujours à la maison et espérant que l'institution devrait pouvoir faire autre chose que cela. Nous espérons cela de la mandature qui va démarrer après
très bientôt, qu'on puisse avoir autre chose comme sanction, qu'on en ait la possibilité que ce ne soit pas les travailleurs qui soient toujours en train de souffrir, qu'on n'arrive pas toujours à cette situation où il y a des gens qui ne vont plus manger simplement parce que tel ou tel ne serait pas content. Je crois que c'est ce que nous espérons. Claude Alofa, directeur de publication du quotidien L'Informateur, merci pour ce regard sur l'actualité. On se retrouve beaucoup dans quelques semaines. Ouais, toujours avec un plaisir pour pouvoir partager avec nos téléspectateurs ce que nous pensons et nos commentaires. Ouais, très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes à présent sur le dernier palier de cette émission. Nous sommes avec notre artiste de la semaine qui va s'installer juste après ceci. Nous sommes là, sur les traces du non-retour. Nous sommes là pour essuyer la crasse de tous les détours. Les humains se réveillent de plus en plus tôt. Sur Terre, il fait de plus en plus chaud. L'atmosphère se détruit. La calotte glaciaire se rétrécit. Le Christ a été vendu. Judas s'est pendu. L'ambiance est tendue et le Saint-Père n'est pas encore un black. Nous sommes là et sous la bannière d'associations caritatives, ils nous font manger des raticides pour qu'on cesse d'encombrer. Les jeunes d'aujourd'hui claquent l'argent sale sans passer par le pressing. Génération Django, Beko, Mego, Seska, Petite Sœur Paille 3K. Fatoumata Diallo DSK. Nous sommes là. Le paysan africain depuis des lustres regrette la culture surbrûlée. Et Nicolas répète toujours avec Carla Bruni. Nous sommes là, prêts à faire l'ultime sacrifice. Mais le Christ est toujours seul sur le crucifix. L'Occident s'ouvre à nos portes. Et c'est ça qui nous déporte. Combattre Hitler, c'est flirter avec le danger. Pour le faire, il faut être black ou originaire de Tanger. Les kamikazes se disent moudjahidines et cela ne déplaît pas à Ahmadine. La guerre en Irak est banalisée et Barak est nobélisée. Notre monde s'effrite petit à petit. Réchauffement climatique, catastrophe écologique, marée noire, ponte de la banquise à grande échelle. Où va le monde? Que dis-je? Où va notre monde? Abidjan avait du mal à gérer ses déchets ménagers. Mais pourtant, le Probo Koala y a accosté avec à son bord des déchets super toxiques. Est-ce la pauvreté? Est-ce la malhonnêteté? Ou encore la méchanceté de nos dirigeants? La crise paralyse les populations et au pouvoir il s'éternise. La dictature bat son plein et la République se prostitue. Les rois d'Afrique, à quand la relève? Printemps arabe, 7 Boko Haram, guéguerre libyenne, Azawad, n'importe quoi. En Afrique francophone, le pouvoir politique est héréditaire. Se donne du père au fils, mais pas encore de la mère à fille. Il claque du doigt et nos chefs d'État rappliquent. Kadhafi avait-il tort quand il voulait que tout se fie à lui? Pourquoi est-il mort, tout comme Kwame Nkrumah? Sankara avait-il aussi tort quand il envoyait les hommes au marché avec une pièce de 100 carats? Comme les autres, il est mort assassiné. La justice divine vous demandera des comptes. Ici-bas, les amitiés se font et se défont. Du coup, les ennemis d'hier deviennent les amis d'aujourd'hui. Hercule lui a rendu la monnaie de sa pièce et Baba Kao lui a donné la leçon. Si j'avais une Barack Obama, je ne voterais pas Barack Obama. Paraît que dans cette vie, il n'y a rien de gratuit. Mais si j'ai du mal à percer et qu'il me réclame, je me battrai pour mon salam. Dans cette vie, tout a l'air rose, mais l'avenir est morose. Tout a l'air doux comme le saccharose. À chaque instant, il découvre le poteau rose. Dans cette vie, les riches ont tous les droits. L'argent leur donne tous les pouvoirs et fait d'eux des rois qui ne restent. Le slam ce dimanche avec France, le slammer qui est avec nous. Il vient de Parakou. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour monsieur le journaliste. Alors comment vous portez? Je me porte très bien. Vous avez à côté Anthony. Oui.
votre guitariste. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Bienvenue sur le plateau du grand format. On va commencer avec Franz. Alors, quand on dit que à quelque chose malheur est bon, on va dire que vous êtes la personne la mieux placée pour nous le dire. Quand vous avez échoué à l'oral, au baccalauréat, ça vous a inspiré quoi? Oui, en 2003, j'ai échoué à l'oral du baccalauréat technique. Donc, j'ai commencé par écrire des textes engagés, à en vouloir à tout le monde. C'est là que j'ai commencé par écrire des textes. Et je croyais que c'était du rap que je faisais. Donc, je voulais enregistrer un son. Je suis rentré sur Cotonou. Je voulais enregistrer un son. Quand l'ingénieur de son m'a dit que c'est pas du rap, que c'est du slam. Donc, il m'a conseillé d'aller à l'Institut français et de me perfectionner, ce que j'ai fait. D'accord. Vous en voulez à tout le monde. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier de ce que vous faites? Je suis très fier de ce que j'ai fait. Alors, le slam, comment est-ce que vous arrivez à faire des écritures? Bon, qu'est-ce qui vous inspire souvent quand vous écrivez? L'actualité, ce qui se passe dans le monde entier. Les guerres, les problèmes, la misère des gens, le bas peuple qui souffre, les règnes illimités, tout ça nous inspire. Alors, que faut-il quand on veut être un bon slammer? Quels sont les b.a.-ba qu'il faut avoir? Il faut aimer la littérature, il faut beaucoup aimer. Il faut être un poète forcément pour être un bon slammer? Bon, non. Bon, quelqu'un a dit que le travail bat le talent là où le talent ne travaille pas. Il faut avoir des prérequis et se faire former. D'accord. Anthony, est-ce qu'on peut faire une démonstration? Ah, bien sûr. On y va. Africa, oh Africa, oh liberté. Au nom du légendaire combat de Bossa Kinshasa de Mohamed Ali. Au nom du rêve de Martin Luther King, de la hargne de Malcolm X. Au nom du sabre de Toussaint Louverture, de la volonté d'unifier l'Afrique de Kwame Nkrumah. Au nom des pensées positives et panafricanistes de Sankara, de la force de Béhanzin, au nom des braves Amazones du Dahomey, au nom du retour des biens culturels spoliés au Bénin, de la fraternité séculaire entre le peuple nigérien et béninois, je vous dis tous merci et que la paix règne entre son excellence Talon et le général Tiani. D'accord. Alors, les scènes à l'Institut français que vous suiviez, c'était en quelque sorte une école pour vous? Oui, c'était une école. Il y a eu des formations, des slameuses qui viennent de l'Europe, qui nous forment. Donc, j'ai été formé pour être professeur de slam. Professeur de slam. Oui. Alors, le slam vous-même, comment est-ce que vous le définissez? C'est quoi le slam? Le slam, c'est de la poésie chantée. Et c'est encore une déclamation de poésie avec ou sans instrument de musique. Alors, ce genre musical, qu'est-ce qui le distingue des autres? Quelle est sa particularité? Bon, c'est pour un public averti. Il faut des connaisseurs pour aimer le slam. C'est pas pour tout le monde, la vendeuse de Tokpa, tout. Pour les émédiants, non, il faut être intellectuel pour aimer le slam. D'accord. À votre actif, il y a une dizaine de morceaux que vous avez déjà sortis. Le premier que nous avons suivi, c'est Notre Monde. Oui, c'est Notre Monde. Notre Monde, comment est-il? Bon, notre monde va très mal. Le monde va très mal. Pourquoi? Vous voyez, il y a les guerres. Regardez ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, et le Hamas et Israël, des présidents qui s'éternisent au pouvoir des gens. Depuis que moi je suis né, il y a des pays où des présidents sont au pouvoir depuis 40 ans. C'est pas bien pour l'Afrique. Vous voyez, c'est en Afrique qu'on voit toutes ces choses. Mais en Europe, tu viens, tu fais ton mandat et tu es jugé, même si tu ne rends pas, tu ne rends pas le meilleur de toi-même. Mais en Afrique, c'est pas ça. Des putsch, des ceci. L'Afrique est tellement riche. Nous avons plus de 70% des ressources minières au monde en Afrique. Nous avons le plus grand désert au monde en Afrique. Et nous avons la deuxième meilleure qualité de cacao en Afrique. Donc, c'est des richesses que nous devons exploiter pour aller de l'avant. L'Afrique est un Eldorado. On n'a pas besoin de prendre l'océan pour aller en Europe. D'accord. Vous avez chanté également Duc Bézan. Oui. C'était en juin 2010. Vaudon également en décembre 2020. Amon en février. Février 2024. Amon, c'est quoi? Bon, l'amour, c'est... Oui, allez-y. C'est pour la fête de l'amour. Oui. Bon,
vous savez, Dieu est amour, hein, ça dépend de ce qu'on comprend par l'amour. L'amour, Dieu m'a fait grâce d'une très belle fille, donc c'est pour récompenser Dieu que j'ai chanté l'amour. Et tous ces morceaux sont en audio à quand? Oui, on est en pourparlers avec les réalisateurs. Je salue Marc 15 qui a réalisé Notre Monde. Donc on est en pourparlers avec les réalisateurs et on va commencer par réaliser les vidéos. Actuellement, vous êtes en autoproduction. Oui, je suis en autoproduction. Et comment vous arrivez à vous en sortir? Bon, il y a des personnes qui m'aident par-ci, par-là. Et puis vous avez côtoyé, on va dire, de grands slameurs, donc Benoît, Kamal Radji, Sergent Marcus et beaucoup d'autres. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Bon, ils m'ont beaucoup apporté. Kamal Radji m'a beaucoup aidé. Quand je formais les enfants à faire du slam, c'est Kamal qui m'envoyait de l'argent pour qu'on passe sur les radios. Et c'est un monsieur très formidable. D'accord. Dans votre carrière de slameur, quelle est votre vision? Où allez-vous? Bon, ce que j'aimerais, mon rêve le plus cher, c'est de former des enfants. Même si moi-même, je ne fais plus le slam, je veux former des enfants à faire du slam. Je vais ouvrir une école, avoir une académie de slam, former les enfants à faire du slam. D'accord. Est-ce que vous vous donnez les moyens pour... J'ai des gens qui m'aident, donc ils vont pas me laisser tomber. Est-ce que vous avez... chercher à avoir une maison de production, comment ça se passe? Vous êtes basé à Parakou? Oui, je suis basé actuellement je suis à Parakou. J'étais à Cotonou quand on était sur la route, quand on réalisait la route des pêches, mais présentement je suis à Parakou pour raison de boulot. Donc je suis en train de courir de gauche à droite pour que les gens m'aident à réaliser mon rêve le plus cher. Et quels sont les projets que vous avez? C'est vrai qu'il y a des vidéos à réaliser. Quels sont d'autres projets? Il y a la formation des enfants qui feront du slam. On va démarrer en juillet. En juillet à Parakou, les enfants vont s'inscrire. Je vais les former à faire du slam. Ce serait genre un grand podium de vacances. D'accord. Anthony, on peut faire quelque chose? Oui. On y va? L'amour. On va avec l'amour. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main, je te mènerai et te suivrai hors de cette rage de slam. Que d'autres partagent l'intimité des mots émouvants, des amants, de l'amour et de la paix de l'amour. Moi je te dis, donne-moi ta main. La première fois quand je t'ai vue, tu étais aussi belle que le coucher du soleil à l'horizon. Ma prière à l'instant était de te servir jusqu'au dernier de mes jours. Grande et inégalée est ta beauté, ravissant est ton doux sourire, attirante et espèce est si tu es, convaincant est ton doux regard, élégante est ta rondeur. Tu me disais que mes rimes te tuaient, ce slam je l'ai fait pour la femme que tu es. Caresse de mes rêves, tendresse de mes trêves, ma nuit étoilée, ma brune voilée, ma vierge noire, fais de moi ton esclave sur les sentiers de force d'amour égarés. S'aimer, c'est bien, se marier, c'est renforcer les liens. S'aimer, c'est se donner à celui qu'il faut. Se marier, c'est accepter l'autre malgré ses défauts. S'aimer, c'est s'unir pour le meilleur, pour le pire. Se marier, c'est se saouler à vie avec une seule liqueur. Merci, c'était France le slammer. Alors, Amour, le morceau est dédié à qui spécialement? Oui, à mon épouse, Boko Kelly Modestine, et à ma petite chérie, Kimora Goïno. D'accord. Alors, Franck, dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez donc dans votre carrière? Est-ce que vous avez des initiatives qui vous permettent de vous soutenir dans ce que vous faites aujourd'hui? Bon, je me débrouille seul. Je prie Dieu. Il y a des gens qui m'aident. Il y a M. Tokou Dagwa Émeric qui m'aide beaucoup. M. Péa Matin, c'est des gens qui m'aident beaucoup. Ils me soutiennent. Sans eux, je ne serais pas ici aujourd'hui à parler du slam. En ce moment, qu'est-ce que vous préparez? Est-ce qu'il y a un morceau Oui, il y a 2 morceaux qui sont prévus. Qui vont sortir bientôt et on va boucler l'album. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus avec vous? Oui, il y a Gilles Prince qui est à Parakou, qui travaille sur, un ingénieur de son qui travaille sur les audios avec moi. D'accord, on va finir peut-être avec la reprise d'un autre morceau, Djigbezan ou... Bon, ouais, je vais faire un truc pour remercier Canal 3 ou bien vous. D'accord, allez-y, on va voir. Mais non, on est gants, blond ou gants.
Et on gambo le gang et nos gants. Tout est nos plémons gamin. Candido qu'elle est nos gants, mais sous gando et nos gants. Gants fort et nos dé. Gants fort pas gants ou gants habitués dans gossing belor. Mais la ho itrisu, on a ou gants et belor pédé. Et la chaîne met les micro pédé nous. Anthony, on l'accompagne? Allez-y. Je n'étais rien et je rêvais de devenir quelqu'un. J'étais qu'un écrivain qui rêvait de devenir écrivain. Je veux mettre le voile, me faire un nom sur la toile et aller toucher les étoiles. Je veux amasser des fortunes, marcher sur la lune et être à la une. Je veux déployer mes ailes, planer dans le ciel, faire juste l'essentiel. À travers le temps, je veux voyager. À travers les champs, je veux vendanger. À travers la prairie, je veux être le berger. À travers le Maroc, je veux visiter Tanger. À travers la menace, je veux être le danger. Mais je n'ai qu'une trottinette, je veux surfer à travers la planète. Je fais le tour du monde en jet privé. Sur moi, leurs yeux seront rivés. Je vais visiter les Incas et le Pérou. J'irai visiter le Népal et Katmandou. Sucer du pétale et boire de la Kronambou. J'irai aux Bahamas, sermonner Obama. J'irai en Hollande, sur les traces de François Hollande, visiter la Hongrie et demander aux grands-parents de Sarkozy pourquoi ils ont posé leurs valises à Paris. J'irai voguer sur les rives du Mississippi. Et si je perds ma route et je me trompe de chemin, Donald Trump serait ma bouteille à la mer. Je reviendrai au Bénin, plus précisément à Abomey, me prosterner devant la statue de Béhanzin. Mon dernier voyage aura comme point de chute le splendide studio de grand format où je viendrai dire un test de slam à ce charmant public de téléspectateurs que vous êtes. Merci, c'était Franz le Slammer. Franz le Slammer, en direct sur le plateau du grand format. C'était notre artiste de la semaine. Merci d'être passé par ici. Merci beaucoup, monsieur Idrissou, parce que c'est une pêche que vous m'avez tendue. Et vraiment, Dieu vous le rendra au centre. Et c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. De toute façon, vous pouvez revenir quand vous voulez. Merci beaucoup. Très bonne journée et bon retour à Parakou. Merci beaucoup. Anthony? Oui. Merci beaucoup. Merci aussi à vous. C'est vous qui l'accompagnez? Oui, bien sûr. D'accord, merci pour ce que vous faites pour notre cher ami Franz le Slammer. Et puis bonne chance à vous. Amen. Oui, bon dimanche. Merci beaucoup. Bon dimanche à tous. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 23 juin 2024. Merci à vous qui nous suivez depuis Arafat, c'est à Parakou. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.